Derrière les bombardements entre l'Iran et Israël, il y a deux hommes qui tiennent entre leurs mains les clés du conflit. D'un côté, Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, et de l'autre, Ali Khamenei, guide suprême iranien. Pour les deux dirigeants, ce conflit semble bien utile pour asseoir leur pouvoir et leur crédibilité dans leur pays. Pendant ce temps-là, leurs populations subissent les bombardements, qui font des centaines de morts et des milliers de blessés, selon les différents bilans. Alors pour vous aider à comprendre les stratégies personnelles de Benyamin Netanyahou et de Ali Khamenei, mais aussi pour décrypter la place des États-Unis et des autres pays du monde dans ce conflit, on reçoit Hamdam Mostafavi, tu es directrice adjointe à Libération et spécialiste du Moyen-Orient, ainsi que Sonia Delesage-Tolper, notre chef du service international. Pour commencer, est-ce que Sonia, tu peux nous faire un point sur ce qu'on sait du conflit aujourd'hui, le bilan, comment est-ce que tout ça se passe depuis vendredi? On en est au 4e jour de frappe, on a encore observé une nouvelle nuit d'échanges, donc après l'agression initiale israélienne. Depuis, c'est un jeu de ping-pong, on envoie des missiles et on renvoie des missiles, et l'Iran renvoie des missiles, donc ça a continué cette nuit pour la 4e nuit. On a quand même, alors les bilans sont compliqués parce qu'ils sont pas forcément vérifiables, notamment côté Iran, mais les autorités iraniennes disent qu'on en est à 224 morts et à peu près 1 millier de blessés. On ne sait pas parmi ces morts quels sont les membres du régime exactement ou les agents du gouvernement et les civils. Et côté Israël, on est à 24 morts pour le coup civils et 380 blessés. C'est le dernier bilan qui est tombé il y a quelques heures. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça chaque semaine. Sachez aussi que c'est une discussion qui est menée en direct sur Twitch, donc vous pouvez nous y rejoindre si vous voulez y participer. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. On ne sait pas vraiment si c'est toujours des frappes visées qui ne concernent que des militaires, mais il y a aussi potentiellement des civils dans ces victimes. Officiellement, ce sont des frappes ciblées. La différence par rapport à d'autres fois où Israël a frappé en Iran notamment, c'est que c'était toujours des zones hors des grandes villes, hors de Téhéran, dans des zones très identifiées comme étant des usines d'armement etc. Et donc là, effectivement, il y a des frappes qui ont lieu au cœur de Téhéran. Ce qu'on ne sait pas, c'est effectivement si les immeubles visés, manifestement, il y a des cibles dans ces immeubles, mais il y a vraisemblablement aussi des civils, et puis par ailleurs, les dégâts collatéraux peuvent être compliqués. Et dans l'autre sens, l'Iran, jusqu'à présent, avait rarement réussi à faire passer ces missiles à travers le fameux dôme de fer qui protège le territoire israélien. Or, cette fois-ci, il y a effectivement eu plusieurs frappes, y compris assez à l'intérieur du pays, y compris jusqu'à Tel Aviv, qui ont donc passé les défenses aériennes. Hamdam, ces frappes, ces échanges de missiles entre Iran et Israël, d'un point de vue de politique interne, elles répondent aussi à des enjeux qui concernent les leaders des deux pays, donc Netanyahou et Khamenei. Quels sont les enjeux politiques internes pour Netanyahou et Khamenei ? Déjà, on peut s'interroger sur pourquoi Netanyahou lance à la base ces frappes à ce moment-là. Ça se regarde aussi du côté de sa politique intérieure, de sa situation à l'intérieur du pays et sa situation internationale. À l'intérieur, il avait pas mal de difficultés au sein de difficultés politiques au sein de sa coalition. Il a une coalition assez compliquée où il doit gouverner avec l'extrême droite, ce qui entraîne a beaucoup d'influence sur sa politique. On a pu le voir ces derniers mois. Et il se trouvait en fin de semaine dernière dans une situation politique assez compliquée. Sur le plan personnel, il est aussi en procès pour corruption. Et il y a par ailleurs, évidemment, la question de Gaza et de l'incompréhension mondiale qui monte, y compris auprès des pays alliés, sur les objectifs de guerre à Gaza. Et c'est vrai que cette guerre, aujourd'hui, a pour intérêt de mettre toutes ces questions, pour l'instant, au second plan. Pour lui, c'est quand même quelqu'un, on sait, Benyamin Netanyahou, qui a besoin de se nourrir, entre guillemets, pour se maintenir au pouvoir du fait qu'on soit dans une sorte d'état de guerre perpétuelle. Ça ouvre un nouveau front. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas forcément aucune menace iranienne. On ne le saura pas vraiment tout de suite, le vrai état de la menace iranienne. Mais en tout cas, en termes de timing, ça pouvait être intéressant, d'autant qu'on avait aussi la conférence de l'ONU qui arrivait sur la potentielle reconnaissance d'un État palestinien.
Donc, on peut pas faire, c'est de la géopolitique, on peut jamais faire des liens de cause à effet direct. Les choses sont quand même souvent plus complexes. Mais en termes de timing pour Netanyahou, c'était quand même intéressant. Et surtout, une fois qu'il a lancé la guerre, la question c'est quel est l'intérêt à la maintenir? Parce que, bon, il a fait, entre guillemets, on peut estimer que bon, la démonstration de force est faite, que le principal site nucléaire iranien, que celui de Natanz, a été atteint, que dès vendredi, il avait quand même, les Israéliens avaient quand même touché les principaux personnages du commandement militaire iranien. On peut quand même se demander si c'est nécessaire de continuer, d'autant que, tu le disais, il y a des victimes civiles. On sait que des immeubles d'habitation, des hôpitaux ont été touchés en Iran, donc avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence sur la politique internationale. Côté iranien... Alors juste pour rebondir sur ça, dans le chat, on a une question Karamba Média qui dit « Voilà 4 jours que l'intervention du gouvernement israélien à Gaza n'est plus documentée sur les médias. Cette intervention continue-t-elle ?» J'ajoute à cette remarque le fait que c'est vrai, en fait. Du coup, on parle que des bombardements entre Iran et Israël. Derrière, on ne parle plus vraiment de Gaza. On en parle sur le côté, en fait, parce qu'on continue, nous, notamment nous, à Libération, on continue à faire un point tous les jours sur ce qui se passe effectivement à Gaza, etc. Mais c'est exactement le but recherché par Netanyahou, notamment, de détourner un petit peu l'attention sur l'Iran. Par ailleurs, il y a aussi, et c'est ce que disait très bien Hamdam, il y a un côté d'enjeu intérieur. Tant qu'il est au pouvoir, il dispose d'une immunité qui fait que toute condamnation ne l'enverra pas en prison. Le moment où il quitte le pouvoir, il part en prison. Donc il a intérêt à trouver à chaque fois des solutions pour se maintenir au pouvoir. Par ailleurs, sa coalition est effectivement très fragile, et là l'extrême droite qui permet à sa coalition de se maintenir ne va pas contester cette attaque contre l'Iran, puisque l'Iran est vu comme l'ennemi suprême, celui qui avait des relais, le Hezbollah au Liban, qui avait des relais en Syrie, etc. Donc en fait, ça l'arrange parce que sa coalition, du coup, il n'y a plus de menace de l'extrême droite, que l'extrême droite quitte demain la coalition. Et par ailleurs, dans l'opinion publique israélienne, il n'y a pas vraiment de remise en question de remise en question de ces attaques, parce qu'il y a cette menace nucléaire qui plane constamment et qui est vraiment perçue. Enfin, Israël et les Israéliens se sentent en première ligne par rapport à la menace nucléaire iranienne depuis des années. Donc on comprend bien les enjeux de politique interne pour le leader d'Israël, Netanyahou. Mais de son côté, le leader de l'Iran, Khamenei, guide suprême, lui-même répond aussi à des enjeux de politique interne avec cette affaire et cette riposte dans le conflit entre Iran et Israël. Oui, c'est vrai. Tu peux te demander aussi pourquoi les Iraniens, pourquoi les Iraniens ripostent autant. Parce que bon, pareil, ils peuvent se faire attaquer, riposter une fois et puis se dire on s'arrête là parce que de toute façon les Iraniens, quand même militairement, savent qu'ils n'ont pas la capacité d'être plus forts que les Israéliens. Donc ça ne fait que rajouter des morts civiles chez eux. Donc tu peux te demander pourquoi ils se maintiennent, tout simplement parce que finalement, cette guerre, elle sert aussi des objectifs internes de Ali Khamenei, qui lui aussi n'est pas dans la position la plus confortable qui soit. Sonia parlait déjà de la politique iranienne ces dernières années qui a constitué à avoir tous ces espèces d'agents à l'étranger, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, tous ces pays, tous ces groupes que l'Iran appelle axes de la résistance, qui sont en fait des affiliés de l'Iran. Et bien tous ces groupes, ils sont de plus en plus atteints. Et Khamenei, finalement, dans les alliés extérieurs, il en a de moins en moins. Intérieurement, il est aussi fragilisé. L'économie iranienne se porte mal. Il y a eu plein de révoltes ces dernières années. Voilà, il y a pas, comment dire, finalement, comme pour et les Iraniens, je l'avais dit l'autre jour, mais je le rappelle, les Iraniens, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des bombardements chez eux. C'est un pays qui, depuis 30 ans, n'a pas connu de bombardements ou de guerre. Voilà, c'est l'intégrité territoriale des Iraniens et l'idée de se sentir en sécurité, c'est quand même quelque chose qui prévalait. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils étaient menacés, etc. Mais quand même, l'hypothèse d'une frappe israélienne au cœur de Téhéran. Téhéran, c'est une ville ultra peuplée, ultra dense, ultra moderne aussi. Enfin, faut vraiment s'imaginer tout ça. Tout ça, ça ne peut que faire taire la contestation en interne, servir
voilà, les plus radicaux du régime, qui disent de toute façon, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'il y a une tension en Iran entre ceux qui veulent négocier, qui disent on peut négocier et en gros retrouver une place sur la scène internationale, et ceux qui disent ça sert à rien de négocier avec les Occidentaux parce que de toute façon ils vont nous la faire à l'envers. Donc là, tu imagines bien que ça accrédite plutôt la thèse de ceux qui disent ça sert à rien de négocier, d'autant que les fameuses négociations, que ça torpille aussi les fameuses négociations qui étaient en cours en ce moment à Oman entre Américains et Iraniens pour le programme nucléaire iranien. Voilà, ça fait taire un peu les oppositions dans chacun des pays. Il y a même des appels en fait en interne. C'est assez intéressant parce qu'on voit bien effectivement c'est à la fois une démonstration c'est un aveu de faiblesse et en même temps un appel à la cohésion au sein du pays en disant à l'heure actuelle. Ce matin, il y avait une déclaration officielle en disant aujourd'hui toutes les divisions doivent être mises de côté et là on est sur un seul front parce qu'on est tous ensemble, les Iraniens, victimes d'une attaque injuste. Etc. Et en parallèle avec cette affirmation que nous, les Iraniens, sommes toujours prêts à nous asseoir à la table des négociations sur le nucléaire. D'ailleurs, on avait prévu de se retrouver dimanche à Oman et finalement, tout ça a été capoté par la faute des Israéliens. Donc, il y a une tentative de blâmer les Israéliens uniquement en oubliant derrière, effectivement, toutes les entourloupes sur le programme nucléaire iranien qui ne font aucun doute depuis pas mal d'années. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois l'opposition en exil iranienne, qui est évidemment très opposée au régime, mais elle est aussi très opposée à la guerre, en fait. Ils disent, nous, on veut un changement de régime, mais on ne veut pas la guerre sur le sol iranien. Ça ne doit pas venir de l'extérieur. Il faut soutenir les gens qui, en Iran, veulent la démocratie. Et donc, tu as finalement cette union, même au-delà des clivages politiques. Vous l'avez dit toutes les deux, ce conflit, il survient avec en toile de fond des négociations qui se déroulaient déjà depuis plusieurs mois autour du nucléaire iranien et qui incluent notamment les États-Unis. Les États-Unis ont une place très importante dans ces négociations. Est-ce que ça signifie que Donald Trump aurait pu empêcher l'arrivée de cette guerre juste avant qu'elle survienne, puisque lui avait une place très importante dans ces négociations autour du nucléaire iranien? Ou pas? Alors, il l'aurait pu, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, et les Américains ont bien dit que ça avait été mis au courant de l'offensive, enfin, ou de l'attaque israélienne. Après, à quel moment ont-ils été mis au courant? Et clairement, en tout cas, on a un peu le sentiment depuis vendredi que Netanyahou a pris le dessus un petit peu sur l'autorité de Trump, et Trump patauge un petit peu en disant moi je veux la paix, on discute dans tous les sens, mais bon, faut peut-être que les Israéliens continuent à taper un peu. Et en fait, hier, il a annoncé, enfin pas lui personnellement, mais la Maison-Blanche a annoncé qu'en fait, Trump avait posé son veto à l'élimination de Khamenei justement par les Israéliens, qui laissant entendre que si les Israéliens voulaient, en fait, demain, ils pourraient éliminer Khamenei et que c'était Trump. Donc, c'est une manière pour Trump, on pourra jamais le prouver, mais c'est une manière pour Trump de montrer qu'il est toujours dans le jeu. Mais en même temps, c'est un aveu d'impuissance absolue par rapport à ses grandes déclarations pendant toute sa campagne et depuis son arrivée le 20 janvier à la Maison-Blanche sur le côté je suis le faiseur de paix, le pacificateur, donc on va faire la paix en Ukraine, on va faire la paix à Gaza, on va faire la paix au Moyen-Orient. Le résultat des courses, c'est qu'il y a la paix nulle part et qu'on a un front après l'autre qui s'ouvre. Et dans le même sens, le fait que Donald Trump n'agisse pas contre cette guerre, ça a surpris l'Iran d'une manière ou d'une autre. Les Iraniens se pensaient en position de force dans les négociations autour du nucléaire. Oui, en fait, donc les négociations, elles ont lieu depuis très longtemps, mais les derniers rounds actuels semblaient quand même pouvoir déboucher, évidemment, avec l'envie de Trump de faire un deal absolument. Tu pouvais te dire que il y avait, et vu que côté Ukraine-Russie, il était loin d'avoir réussi à faire un deal, ça aurait été bien pour lui, sur la scène internationale, de réussir à faire un deal Iran-États-Unis sur la question du nucléaire. Les Iraniens qui ont vu justement, à mon avis, ce qui se passait pour les Ukrainiens, ont dû se dire qu'il fallait venir en étant un peu menaçant et pas en position de faiblesse. D'où cette annonce assez faux-folle de l'autre jour, de jeudi, qui était de dire on va ouvrir un nouveau site d'enrichissement du nucléaire, dans l'idée qu'il fallait arriver en position de force à la table des négociations dimanche en disant on a des vraies possibilités menaçantes. Évidemment, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais c'est aussi parce que ces discussions étaient en cours, parce qu'ils pensaient
qui montraient suffisamment les muscles et la capacité de nuisance pour ne pas être attaqués, qu'ils ont été autant surpris par ce qui s'est passé. Et parce qu'il y avait un rendez-vous fixé dimanche pour des négociations, et que par ailleurs, il faut quand même rappeler que l'attaque israélienne en cours est totalement inédite. Ils n'ont jamais frappé avec cette ampleur-là et dans ces lieux-là en Iran aussi profondément et de manière aussi extensive, quoi. Dans ces négociations géopolitiques internationales, il y a différents pays qui y prennent part de manière générale. On a parlé des États-Unis. Vladimir Poutine aussi met son nez là-dedans ? Oui, alors Vladimir Poutine, en grand pacificateur reconnu devant l'Éternel, a proposé ses services de médiation dans ce conflit. Alors c'est pas ça qui est le plus étonnant, parce qu'il a un peu tendance à faire ça en général quand ce sont des conflits qui ne sont pas à ses frontières. En revanche, là où ça devient plus surprenant et où c'est même inquiétant, c'est que Donald Trump a dit « Ah mais oui, effectivement, j'en ai même parlé, on a eu un appel avec Vladimir Poutine et c'est une option à considérer. » Donc en fait, le président des États-Unis considère totalement possible l'éventualité que le président russe qui a envahi un pays souverain il y a 3 ans puisse servir de médiateur dans un conflit entre l'Iran et Israël. Donc même l'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, a suggéré respectueusement à son ancien patron qu'il serait bon de peut-être pas se tourner vers Vladimir Poutine pour des conseils sur comment résoudre le conflit en cours. Et juste pour préciser, la Russie et l'Iran ont des liens assez poussés, évidemment. Je te parlais de l'Ukraine tout à l'heure. L'Iran a fourni énormément de drones pour permettre à la Russie d'attaquer l'Ukraine. Et dans le dossier du nucléaire, les Russes ont toujours joué un rôle un petit peu ambivalent, notamment en proposant souvent d'être médiateurs, d'héberger chez eux l'uranium enrichi. Donc voilà, là c'est aussi l'occasion pour eux de faire réactiver cette... Et c'est intéressant parce que ce sont les deux, les États-Unis sont le grand allié d'Israël et la Russie est le grand allié de l'Iran. Donc effectivement... Quelle est la position des autres pays dans le monde sur ce conflit ? Et est-ce que eux pourraient y prendre part d'une manière ou d'une autre pour soit l'arrêter, soit le poursuivre et soutenir l'un ou l'autre participant ? Bon, alors là, à l'heure actuelle, il y a une sorte de concert d'appel au calme et à la retenue et à faire cesser ce conflit, parce qu'en fait, il faut quand même rappeler qu'en général, finalement, globalement, pour l'état général de la planète, de l'économie de la planète, c'est jamais les conflits sont jamais la meilleure solution. Là, en l'occurrence, il y a notamment des questions de pétrole, de beaucoup de navires qui passent pas loin de l'Iran et pas loin d'Israël. Donc en fait, il y a un vrai enjeu là-dessus de ne pas entraîner un choc pétrolier, une crise économique supplémentaire qui viendrait ajouter au drame en cours un petit peu partout. Il se trouve que là c'est ouvert hier soir au Canada le G7, cette espèce de réunion au sommet des 7 grands pays les plus industrialisés. Il se trouve que l'Inde y est aussi invitée. C'est le premier G7 auquel participera Donald Trump. On devait parler pas mal d'Ukraine et là ce conflit s'est invité et va être évidemment au cœur des discussions qui vont durer 3 jours dans l'Ouest canadien. Donc effectivement, c'est mais la vérité aussi, c'est que au-delà des déclarations, les autres pays n'ont pas un poids fondamental sur ni Israël ni sur l'Iran. Donc effectivement, les 2 pays qui peuvent sans doute faire changer de braquet, on va dire, tant Israël que l'Iran, ce sont en tête les États-Unis, et effectivement la Russie peut-être avoir un rôle à jouer là-dedans. Au sein de ce G7, si je me trompe pas, il y avait aussi la question de la reconnaissance de la Palestine, ou c'était pour un autre contexte ? Non, alors c'était pas là. Il y avait une conférence qui était organisée à l'initiative de la France, d'Emmanuel Macron, en collaboration avec l'Arabie Saoudite, qui devait avoir lieu demain, mardi, à New York, au sein de l'ONU, des Nations Unies, et où la question de la reconnaissance de la Palestine devait être abordée. Tout ça a été très à varier un petit peu, c'est-à-dire au début, on avait un peu l'impression, et Emmanuel Macron avait plus ou moins laissé entendre qu'il y aurait une reconnaissance à cette occasion-là de la Palestine, pas seulement la France, mais peut-être avec effectivement le Canada, avec le Royaume-Uni, voilà.
entre-temps, la situation a un peu évolué et il se trouve que l'attaque d'Israël sur l'Iran a entraîné l'annulation de cette conférence, au grand, bien sûr, plaisir de Netanyahou, qui n'avait aucun intérêt ni aucune envie d'avoir cette conférence, d'avoir des chefs d'État et de gouvernement qui discutent, voire qui évoquent, voire qui annoncent la reconnaissance de la Palestine. Un mot aussi, peut-être, Sonia a commencé à l'évoquer sur la disruption mondiale que ça peut engendrer. On n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, ça commence à émerger, mais les Iraniens, ils ont encore des capacités de nuisance importantes, notamment s'ils se mettaient à fermer le détroit d'Ormuz, qui est en fait au sud de l'Iran et par lequel transite une grande partie du pétrole mondial. Donc là, tu pourrais voir arriver d'autres acteurs, notamment les Chinois par exemple, qu'on entend, qui ont condamné, etc., mais qui n'ont pas encore vraiment pris la main sur le sujet, et qui, si jamais les gardiens de la révolution, donc les Iraniens, se mettaient à bloquer ce passage, pourraient intervenir, d'autant que de l'autre côté, tu as aussi, de l'autre côté de la péninsule arabique, tu as le détroit de Bab el-Mandeb, qui lui est soumis justement au contrôle des Houthis iraniens. Donc il y a quand même... ils ont quand même cette capacité à perturber pas mal le commerce mondial. Mais en perturbant pas mal le commerce mondial, le risque est aussi qu'ils touchent leur économie qui est déjà exsangue. Il y a des grèves d'ailleurs de camionneurs, etc. régulièrement parce que économiquement l'Iran est vraiment, notamment en raison des sanctions, mais pas seulement. Donc en fait, ils n'ont pas non plus intérêt. C'est pour ça que je pense cette option-là, qui est effectivement un levier assez fort dans d'éventuelles négociations en coulisses sur un arrêt des combats, etc., ou des frappes plutôt, pèse, mais en même temps, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion qui devra être approfondie sur l'intérêt et le risque, dans ce cas-là, de pression très forte, notamment des Chinois, sur ne pas fermer ce détroit qui est crucial pour le commerce mondial, effectivement. Aujourd'hui, qui pourrait avoir le pouvoir d'arrêter ce conflit et ces bombardements ? Celui qui a sans doute le plus de levier, notamment sur Israël, ça reste quand même Donald Trump et les États-Unis, je dirais. À l'heure actuelle, celui qui peut vraiment forcer Netanyahou à arrêter cette offensive, c'est Donald Trump, parce que s'il déclare qu'il arrête de livrer des armes, ou tout ça, évidemment en coulisses, où il leur dit maintenant c'est bon, ça c'est terminé. Et c'est probablement ce qui va se passer. On va avoir à un moment donné, dans probablement les 48 heures ou 72 heures à venir, à un moment donné, on va avoir une annonce officielle de Netanyahou disant « Nous considérons que nous avons atteint nos objectifs et nous avons affaibli durablement l'Iran. Nous n'avons pas détruit tout son arsenal nucléaire ou ses capacités nucléaires, mais nous avons retardé leur développement pour au moins une dizaine d'années, si ce n'est plus. Donc on considère qu'aujourd'hui on arrête. » Et ce sera sans doute sous la pression notamment des États-Unis. Et on peut supposer que, il est quasiment certain que si les Israéliens arrêtent, les Iraniens arrêtent, puisque les Iraniens ne peuvent pas arrêter, puisqu'ils sont dans une démarche de riposte systématique, de ne pas perdre la face en étant les premiers à s'arrêter. Donc voilà, si les Israéliens annoncent qu'ils ont atteint leur objectif et qu'ils arrêtent d'envoyer des missiles, je pense qu'on peut penser que les Iraniens arrêteront de riposter. Je voulais juste rappeler aussi la question du changement de régime, et Hamdam l'a touché. Évidemment, la question qui se pose derrière, c'est est-ce que Israël cherche à faire tomber le régime des mollahs, comme on les appelle en Iran. Israël se défend d'avoir cet objectif-là, et la question qui se pose derrière, tant pour... on peut dire que ce régime est un régime abominable, mais la question est effectivement, il y a une vraie incertitude sur qu'est-ce qui remplacerait ce régime s'il tombe demain. On dit toujours qu'il faudrait que la révolte vienne de l'intérieur, mais même de l'intérieur, il n'y a pas une opposition parce qu'elle a été opprimée et elle est en prison. Elle est en prison, voilà, opprimée ou détruite complètement. Donc il n'y a pas d'opposition évidente qui apparaît, où en se disant oui, s'il y a un changement de régime demain, on sait qui va prendre le pouvoir. Et effectivement, l'Iran reste un pays puissant dans la région, et l'incertitude de la situation peut avoir un impact aussi sur la stabilité ou l'instabilité plutôt chronique de la région.